Fabrice Briand, bonjour. Bonjour Frédéric Bréban. On s'explique. On s'explique. Alors, vous êtes le fondateur et le CEO de l'entreprise iCare. Une magnifique histoire de l'entrepreneuriat wallon. On viendra en détail sur toutes les péripéties qui ont accompagné le développement d'iCare. Mais d'abord, j'aimerais un mot. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est de la maintenance préventive des outils industriels, c'est cela? Mais c'est quoi concrètement? Exactement, on appelle ça de la maintenance prédictive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement comme vous qui allez chez votre médecin, soit parce que vous êtes malade et vous voulez savoir ce que vous avez, soit pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. On fait la même chose avec les machines industrielles, sauf que les machines, elles ne parlent pas. Et donc, il faut trouver toute une série de techniques qui permettent de traduire le langage des machines en symptômes pour pouvoir les soigner ou les guérir. Pour qu'elles durent le plus longtemps, qu'elles ne créent pas de problèmes à plus ou moins long terme. Donc nous ne réparons pas les machines, nous ne sommes pas conseils et en même temps acteurs, donc nous nous contentons, entre guillemets, de faire cette prédiction, de recommander à nos clients quoi faire, quand sur leur machine, pour qu'eux puissent mieux maîtriser les risques liés à une casse de machine. Et vous êtes lancé dans ce business, c'était en fait le thème de votre mémoire lorsque vous avez fait des études d'ingénieur industriel, c'est bien cela? Exactement. Donc, mon professeur de mécanique à l'époque m'a proposé un mémoire sur ce sujet avec une entreprise qui était à l'époque une start-up du Research Park à Everley. Et je ne sais pour quelle raison, j'ai plongé sur ce mémoire et j'y suis toujours 20 ans après. Ça vous a porté chance. Je disais que c'est une magnifique histoire de l'entrepreneuriat wallon. Alors, sans vous comparer à Steve Jobs qui a développé ses produits dans un garage, vous, c'était dans le grenier de votre grand-mère à Carnion, dans une habitation sociale, que vous avez donné le jour à votre entreprise iCare. Vous étiez deux avec un copain, Arnaud Stévenard, on peut le nommer. Oui, vous êtes bien informé, mais c'est exactement ça. Donc, les tout débuts de l'histoire, il y a 17 ans, c'était dans le grenier de ma grand-mère qui est venue s'installer en Belgique dans les années 20 avec toute une série de réfugiés polonais pour travailler dans les mines à l'époque, oui. Ce qui est dingue, c'est que 17 ans plus tard, vous êtes plus de 500 employés, vous êtes présent dans une vingtaine de pays, à travers une douzaine de filiales, basées à Mons. Comment on arrive à un tel succès ? Je pense ce qui est vraiment important, c'est de définir et de garder sa ligne, de garder ses valeurs. Nous, on a toujours eu des valeurs qui sont centrées sur nos clients. Notre première valeur, c'est la performance. Comment on définit la performance? C'est d'être au-dessus des attentes de nos clients. Notre deuxième valeur, c'est la durabilité. Donc, c'est de prendre que des décisions qui sont sur le long terme et pas sans lendemain. Et la troisième valeur, c'est pour moi la seule manière de respecter les deux précédentes, c'est le respect pour l'humain. Et parfois, en tenant ces valeurs, on perd un petit peu à court terme, mais on permet cette histoire sur le long terme. Mais ça veut dire aussi que votre produit, revenons-en au produit, cet outil, cette maintenance prédictive, elle était inédite ou il y avait très peu de concurrence? Qu'est-ce qui a favorisé votre croissance? Le secteur en lui-même, la théorie de notre métier, elle est née pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est née pour le projet Manhattan de développement de l'énergie atomique parce qu'on a mis en œuvre des machines très dangereuses et donc les savants de l'époque ont développé les théorèmes, les bases de notre métier sans en avoir les outils. Les outils se sont développés au fur et à mesure du temps et nous on a été parmi les premiers à proposer des outils, je dirais, modernes, c'est-à-dire des capteurs sans fil, des systèmes full cloud, des bases de données avec l'intelligence artificielle, etc. D'accord. Et ce développement, cette croissance fulgurante, elle vous a valu le titre d'entreprise de l'année. C'est un titre quand même prestigieux qui est délivré par nos collègues de l'ECO, par la BNP avec le bureau EY. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? D'abord, c'est un formidable remerciement pour le travail d'équipe, puisque 2020 est une année particulière avec le Covid, et nos équipes n'ont pas démérité, puisqu'on a quand même connu une croissance de 25% malgré la situation Covid. Donc, c'est d'abord un formidable couronnement de leur travail. En plus de ça, on doit avouer que ça nous a apporté un petit coup de pouce ou un gros coup de pouce pour pas mal de contrats que nous avons signés en 2021. Et enfin, la preuve en est de notre discussion, il y a une certaine exposition
médiatique qu'on n'avait pas en 2019. Votre croissance, elle est aussi basée sur des rachats. Vous avez racheté votre concurrent flamand. L'année passée, vous avez acheté une entreprise en Grande-Bretagne. Cette année, ici en juin, vous avez finalisé un contrat aussi aux USA. Cette politique de rachat, elle est stratégique parce qu'il y a d'autres entreprises qui choisissent de ne pas croître avec des rachats. Elle est stratégique, mais elle dépend vraiment des secteurs. Nous, aujourd'hui, dans notre secteur, les études de marché prévoient une multiplication par 4 de la taille du secteur dans les 5 prochaines années. L'objectif d'I-Care, c'est de multiplier sa taille par 5 lors de cette même période. Donc, on doit aller plus vite que le marché. Donc, on doit saisir toutes les opportunités, qu'elles soient de croissance organique ou de croissance par acquisition. Alors, vous avez aussi, c'est un peu la raison pour laquelle on vous a invité, vous avez signé il y a quelques semaines un important contrat, très important contrat avec un acteur américain de l'agroalimentaire. Vous pouvez parler de ça? On ne peut pas citer le client, c'est secret, mais pour quelle raison? C'est contractuel, tout simplement. On parle de contrats importants. Avec plusieurs dizaines de millions de dollars, quand même. Plusieurs dizaines de millions, oui, avec des impacts sur la stratégie industrielle. Et donc, le client souhaite garder la confidentialité sur son nom pour ne pas que ses concurrents soient informés. Alors, vous l'avez dit, vous vivez une croissance à 2 gros chiffres, une moyenne de 35% par an, un petit 25% pour 2020, ce qui est quand même très bien. Votre chiffre d'affaires ne fait que gonfler. Il était de 40 millions en 2019, 50 millions en 2020. Ici, pour 2021, quelles sont vos prédictions? Nos attentes sont d'atteindre les 62,5 millions qu'on pourra certainement arrondir à 65. Et à 5 ans, qu'est-ce que vous visez? Comme je vous l'ai dit, notre but, c'est de multiplier notre taille par 5 sur les 5 prochaines années. Notre marché ayant des prévisions de multiplier par 4, je pense qu'on peut vraiment y arriver. Et donc, créateur d'emplois? Bien sûr, créateur d'emplois, pas dans les mêmes proportions, puisque une grande partie des emplois en R&D, en marketing, en sales ont déjà été créés aujourd'hui, mais on continue sur le trend de plus d'une embauche par semaine. Sur les 3 derniers mois, on est à 1 embauche par jour ouvrable. Alors, je le disais, c'est une fabuleuse histoire d'entrepreneur, sans trop vous cirer les pompes, parce que d'un point de vue aussi personnel, votre grand-père, vous l'avez évoqué, votre grand-mère était réfugié polonais, travaillait dans les mines, et donc 2 générations plus tard, vous êtes à la tête d'une entreprise qui fait 50 millions de chiffre d'affaires, bientôt 62 millions et demi. Qu'est-ce que ça vous donne comme regard sur ces réfugiés qui sont encore maintenant à nos portes? Est-ce qu'il faut avoir davantage confiance en eux? Je pense qu'il y a un double message. Il y a ce message de l'accueil. Aujourd'hui, on est dans un écueil, entre guillemets, où d'un côté, on manque de main-d'œuvre et de l'autre côté, on refuse de la main-d'œuvre potentielle. Donc, je pense qu'il y a ce premier message-là. Et un deuxième message qui est l'intégration et l'éducation. Parce que si mes grands-parents ont réussi à s'intégrer, si mes parents, ma maman a réussi aussi à travailler, à devenir professeur, c'est par l'éducation. L'éducation est vraiment l'ascenseur social et je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle de l'éducation et le rôle de l'école dans l'intégration de toute personne, qu'elle soit réfugiée ou pas. Justement, par rapport à cette main-d'œuvre, par rapport à l'éducation, si vous deviez faire passer un message aux politiques, est-ce qu'ils jouent vraiment le rôle aujourd'hui sur le plan économique? Est-ce qu'il y a un manque de formation, un manque d'encadrement? Je ne pense pas. Je pense trop souvent que les entrepreneurs se dédouanent de leur manque de vision à long terme sur le politique, mais c'est aussi aux entrepreneurs et aux entreprises et aux fédérations entrepreneuriales d'agir pour la formation, d'agir contre les pénuries. On ne peut pas attendre de l'État qu'il fasse tout et en même temps de lui demander sans cesse de réduire ses moyens en réduisant les impôts. Moi, je suis plutôt pour une vision où nous, entrepreneurs, nous, fédérations patronales, devons investir pour justement refermer le gap entre les compétences des gens quand ils sortent de l'école et les compétences dont on a besoin dans nos entreprises. Ça veut dire que concrètement, vous faites quoi, par exemple, à ce niveau-là, à cette échelle-là? Nous, on n'a pas eu le choix, puisque notre métier, et encore heureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Si on l'apprenait à l'école, tout le monde serait capable de le faire. Donc nous, on embauche les gens sur leur talent, sur leur capacité à apprendre, sur leur motivation, et ensuite on les forme. Il y a une période de formation en fonction des différents métiers, de 3 à 6 mois en interne pour les former à notre métier.
Dernière question peut-être, là maintenant, quand vous vous retournez, après ces 17 ans, vous étiez dans le grenier de votre grand-mère, c'est quoi le message? Le rêve wallon est possible, il faut avoir de l'ambition. Le wallon manque d'ambition par rapport au flamand que l'on décrit souvent comme un entrepreneur né. Moi, j'utilise souvent l'expression des racines et des ailes, ce qui veut dire, ou dream plus work égale success, qui veut dire quoi? Il faut avoir de l'ambition, bien sûr, mais sans pour ça négliger nos racines. On a l'histoire que l'on a en Wallonie et il faut tenir compte de cette histoire pour redéployer la Wallonie avec ambition. Je pense qu'on peut avoir, dans certains secteurs de niche, comme Odoo par exemple, pour les ERP, comme iCare pour la maintenance prédictive, des leaders mondiaux dans leur niche. Eh bien, on va se quitter avec ce message très positif. Merci Fabrice Brion d'être venu sur le plateau de On s'explique dans Wallonia Plus. On se retrouve la semaine prochaine.